souci de Joseph Rasinsky, c'était de dire que pour faire valoir ses droits, il faut se savoir et pouvoir être responsable de son avenir et de celui de sa famille. Il faut se reconnaître de droit une place à part entière dans la communauté des hommes. Et on a vu que tout ça est impossible au quart-monde qui vit dans la dépendance, la vulnérabilité, dans les humiliations quelquefois. Et ça le fait renoncer aux droits qu'il pourrait faire valoir en s'abaissant encore un peu plus. Et vous savez, nous aurions pu deviner l'humiliation que représentait pour cet homme la dépendance envers l'assistante sociale, le service du chômage. Nous aurions dû reconnaître, admirer ce dernier soubresaut d'appel à la dignité, à la reconnaissance du droit d'être un homme libre, quand il disait « mieux vaut la faim que la honte ». Je pense aussi à Marie-France Zimmer qui doit être au téléphone là, qui nous dit « c'est comme la parabole du yo-yo ». En fait, quand tu es dans les aides sociales, tu tombes sous des puissances qui te dépassent. Quand une personne tombe dans la précarité, elle est à la merci des pouvoirs qui vont lui distribuer les aides. Alors ça devient très dur de prévoir l'avenir. Tu dépends des aides. Et plus tu vis dans la précarité, plus tu dépends des aides. Et rien garantit qu'elles vont continuer à être attribuées. Donc si on te donne une aide, tu vas arriver à monter un peu comme le yo-yo, tu montes un petit peu. Et puis il y a une décision qui est prise, et puis pouf, on enlève l'aide et clac, tu descends plus bas qu'avant. Et au bout d'un moment, tu abandonnes. Et l'abandon, c'est se laisser entraîner dans le piège de l'assistance. Tu vas tourner en rond, tu vas t'enfoncer de plus en plus dans la précarité, la spirale de l'échec. La perversité du système, c'est qu'on se débrouille pour que ce soit toujours la faute de l'exploité. Si tu es descendu plus bas, eh ben c'est qu'il y a une raison. Tu es puni. Et encore un peu plus loin, elle a une autre phrase. Je pense à cette femme qui disait que c'est le choix qui est important. Elle est là d'ailleurs, elle est au téléphone. C'est aussi le fait de payer. On a envie de choisir et quand on est pauvre, on ne choisit plus rien. Et ça, c'est terrible. Et même payer même une petite somme. Et puis, il faut que ce soit gagnant-gagnant parce que l'agriculteur, lui, il ne doit pas perdre. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre que lui a travaillé, a produit quelque chose et il doit le donner. Il ne faut pas qu'il donne. L'acheteur, lui, il est vulnérable, il ne peut pas forcément se permettre ce genre de produit. Il n'a pas l'habitude de cette qualité, mais alors il faudrait que ce soit du gagnant-gagnant. Voilà, quelques phrases, on va passer à la suite. C'était juste pour introduire la réflexion qui est dans un livre qui s'appelle « Se nourrir lorsqu'on est pauvre », qui est un livre qui a été écrit pendant 3 années. Et il a démarré, Bénédicte, voilà, il a démarré avec la réflexion du laboratoire Danone, qui est venu nous trouver en disant, écoutez, on réfléchit sur le monde entier, vous savez comment on peut faire pour que les gens puissent manger des yaourts, manger des laitages, manger plus équilibré, manger mieux. Est-ce que vous pourriez nous aider? On a dit oui, bien sûr. Donc, on a travaillé avec eux. Et puis, petit à petit et assez rapidement, on s'est rendu compte que travailler simplement sur les conditions d'accessibilité, ce n'était pas suffisant. Il y avait toute cette analyse que les personnes donnaient et tout leur ressenti autour de la nourriture. Et on n'en était plus, comme disait Marie-France, à dire, bon, ben, pourquoi vous vendez les yaourts pas chers par 12? Si déjà on ne peut pas en acheter un, on ne va pas vous en acheter 12 parce qu'ils ne sont pas chers. Donc, c'était des questions de bon sens. Mais il fallait qu'on aille plus loin. Donc, si je continue encore un peu, Bénédicte, tu peux passer? Voilà, si on regarde chacun, et vous, moi, la nourriture, c'est un besoin vital. La première chose que va faire un oiseau qui a un oisillon qui naît dans son nid, il va lui chercher à manger, il lui apporter à manger. Je veux dire, c'est constitutif de l'être humain. Et donc, on a ce souci, quand on a un enfant, quand on est ensemble, de chercher à manger pour l'autre. Et je ne sais pas si vous vous imaginez, donc, sur ce point-là, ce que ça veut dire quand une maman nous dit « Moi, je ne donne pas mon lait à l'enfant parce que mon lait, c'est un lait de misère. Je lui donne que des boîtes. Mon lait, c'est un lait de misère. Je lui donnerai que des boîtes. » Parce que déjà, soi-même, quand on est dans la grande pauvreté, on se dit qu'on n'est pas capable de nourrir son enfant parce qu'on est malnutri. Donc,
déjà là, sur le besoin vital, il y a un impact de la pauvreté dans la structure de la personne. Dans le rapport primaire ensuite, quand vous avez à manger, ou quand vous faites à manger, ou quand vous cherchez à manger dans la cellule familiale, on force la cellule familiale à s'ouvrir. Vous allez ouvrir vers d'autres, aller vers d'autres pour faire à manger. Et puis, ça, quand vous allez chercher à manger uniquement pour vous faire distribuer de la nourriture, évidemment, ça ne va plus être tout à fait la même histoire. Vous n'allez pas créer des relations sociales. Et puis, quand vous avez la culture alimentaire, quand vous dépendez de ce qu'on vous donne et de ce qu'on choisit pour vous, comment est-ce que vous allez pouvoir transmettre une connaissance, une transmission intergénérationnelle pour toutes ces personnes qui n'ont jamais connu une génération au-dessus d'eux qui choisissait sa nourriture? Et il y en a. Donc, je pense qu'il faut faire très attention dans toutes nos politiques, à bien réfléchir qu'il faut continuer à garder cette culture alimentaire. Il faut continuer aussi à garder la structuration de l'alimentation parce qu'elle nous permet d'avoir des contacts avec les autres. La grande misère fait qu'on s'exclut, on se cache. Mais au moment où il faut manger, on sort de derrière les volets et on va chercher à manger. Et c'est là où les personnes ressortent dans la société. Alors, la préparation, la prise des repas, ce sont des lieux où on n'est plus seul parce qu'on est obligé de sortir pour chercher à manger. Et encore un peu plus loin, dans notre société, qui est une société de consommation, imaginez si vous n'avez pas de statut de consommateur, vous n'êtes pas citoyen. Vous n'êtes pas un consommateur puisque de toute façon, on vous donne à manger. Vous ouvrez votre cabas, on vous distribue ce qui reste des autres. Et ça vous enlève votre statut de consommateur, donc vous perdez une partie de votre structuration. Et si vous continuez encore un peu, eh bien, vous avez aussi tout ce qui est la norme sociétale. Je pense à cette famille qui disait, nous, on ne fête pas Noël parce qu'on n'a pas de quoi faire un repas de Noël. Le repas de Pâques, le fameux agneau de Pâques, qu'est-ce que ça veut dire pour les plus pauvres? Et puis, ne pas pouvoir inviter les gens chez soi au moment de Noël parce qu'on n'a pas à manger et on n'a pas de quoi partager. Et tout ça, si vous voulez, ça, à la fois la nourriture est impactée par les normes sociétales et à la fois le fait d'être en grande pauvreté et d'être dans la misère fait qu'on ne peut pas répondre aux normes sociétales. Alors évidemment, ensuite, vous avez des sociétés où vous avez différentes approches de l'accès à l'alimentation pour les uns et pour les autres. Je pense on était en réunion à un ministère et il y a une femme qui était une femme en transition. Vous devez connaître ça, hein, ce sont des villes en transition avec des femmes en transition. Et il était question d'avoir des arbres sur la place publique. Et donc, de planter des arbres et de ramasser les pommes qui étaient sur ces arbres pour pouvoir les partager. Et je dis à cette dame, mais qui est-ce qui a fait le trou pour planter les arbres? Je ne sais pas, ça devait être un contrat aidé de la mairie. Et qui est-ce qui a planté l'arbre? C'était le maire avec, oui. Et qui est-ce qui a arrosé l'arbre? Le contrat aidé. Et qui est-ce qui ramasse les pommes? Les gens. Et je dis, et si les personnes qui habitent là-bas dans la caravane viennent avec une cagette et ramassent les fruits, c'est du vol sur la voie publique. Ils vont être arrêtés. Mais vous, la femme en transition, vous ne serez pas arrêtée. Donc, vous voyez, il y a des normes auxquelles il faut réfléchir avant de juste dire il suffit de cueillir, il suffit de glaner, on va faire comme ça. On a vraiment besoin de reprendre la société dans son ensemble et comment elle réagit au fait que certaines personnes n'ont pas accès à la nourriture de qualité et en quantité suffisante. Si on va un peu plus loin, je pense qu'on peut aussi réfléchir à la façon dont l'alimentation structure l'individu. Si Bénédicte, tu peux passer le suivant. Se nourrir personnellement maintenant, non plus dans la vie, ça va permettre de dire moi je mange ça et j'ai décidé de manger ça et je suis comme ça. Donc il y a vraiment un mécanisme d'individualisation et on le voit avec nos enfants
qui à un moment vont choisir de manger ça plutôt que ça, ou qui vont décider qu'ils ne vont pas manger de viande alors qu'ils en mangeaient quand ils étaient avec nous. Il y a une façon de vérifier ses liens avec les autres et aussi de se faire plaisir et aussi de se dire je prends ça parce que ça va fortifier mon corps. Donc, on a une espèce de maîtrise sur le corps individuel. Et puis, il y a aussi l'identification culturelle. On parlait des Amish tout à l'heure. Voilà une identification culturelle. Eux ne mangent que certaines valeurs, que certains fruits, produits, etc. Ou alors vous avez une opposition à la culture alimentaire. Vous avez des personnes qui vont décider de ne pas manger halal, alors qu'ils devraient manger halal, mais par réaction à leur milieu. Vous avez aussi des gens qui vont aspirer à ne manger que certaines choses parce que ça va leur permettre de se développer et de mieux se développer dans leur spiritualité. Et puis, vous allez avoir des groupes sociaux qui vont demander à ce que, comme les catholiques, on ne mange pas de viande le vendredi. Voilà, c'est aussi une façon d'identifier culturellement un individu. Et puis, il y a toute la partie socialisation. Alors, c'est sûr que la table, le contact, le lieu social, c'est très important. On pense à toutes ces personnes qui sont dans la rue, ces personnes qui sont sous des abris, les personnes alors qui sont dans les hôtels. Ça, c'est terrible, des familles qu'on voit avec 3 enfants qui ne peuvent pas manger ensemble, qui sont obligés de manger assis sur le lit et qui n'ont pas de quoi, pas de frigo, pas de lieu pour faire la cuisine. On pense aussi à la valorisation personnelle dans la famille, autour de la nourriture. Et je peux vous dire, dans les grandes familles, même chez vous, je pense que si vous réfléchissez, regardez les gens autour de vous, comme ils vont venir avec plaisir et vous dire, est-ce que tu m'as fait le plat que j'aime bien? Moi, j'ai 5 enfants et c'est vrai que chacun a son plat. C'est une valorisation aussi. Je te fais plaisir, je te fais le plat que tu aimes. Hein. Et puis, il y a aussi la partie temporelle, la partie de vie sociale qui est créée par la nourriture. Finalement, la nourriture vous rythme et nous rythme. Voilà, ça sont des grandes données qui ne sont pas uniquement pour les plus pauvres, ils sont pour tout le monde. Je pense que quand on travaille sur l'alimentation, il y a aussi les données politiques, mais on ne va pas y venir aujourd'hui. Il y a assez d'éléments politiques à discuter aux États-Unis aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Hein. Et si tu veux continuer, Bénédicte, la slide suivante, eh bien, quand on commence à parler des difficultés, Bénédicte, tu peux passer ? Les difficultés d'accès à l'alimentation, on ne voit en général que la partie émergente de l'iceberg. Et je pense qu'Aquilina, les moutons, enfin tous les gens qui sont autour de moi, là, qui sont au bout avec nous, quand on parle des pauvres et de la nourriture, on dit ils n'ont pas d'argent et ils mangent n'importe quoi, ils mangent des trucs qui sont déjà pré-cuisinés et ils ne mangent pas équilibré et c'est de leur faute. Et ça, en général, voilà, on dit rien ne va. Mais quand on va un petit peu plus loin dans la réflexion ensemble, Bénédicte, si tu peux passer la suivante, eh bien, on voit qu'il y a une partie complètement immergée et qu'il y a une partie bien plus grande que la partie émergée. La partie immergée, c'est celle qui fait qu'on a des parcours vécus qui font qu'on va s'interdire de manger certaines choses parce qu'on n'a pas connu. On ne va pas aller vers certains légumes, on ne va pas aller vers certains produits. On sait qu'il y a des éléments qui nous sont interdits. Et puis, que dire de cette petite fille qui disait, nous, on va au resto toutes les semaines. Et la maîtresse lui dit, comment vous allez au resto? Oh, oui, elle pensait au resto du cœur. Je veux dire, après, il y a une espèce de culture de l'aide alimentaire. Et vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que même dans la compréhension de l'enfant, on mange en allant au resto du cœur. C'est pas entendable. Hein. Il y a tout l'héritage aussi. C'est le regard des villages, le regard des familles. Oui, ceux-là, de toute façon, ils se font nourrir à l'œil. Et puis, il y a aussi l'obsession, quand on n'a pas eu à manger, de dire il faut manger et il faut absolument qu'ils aient plus que ce qu'il faut. Et donc, quelquefois, on nourrit trop nos enfants parce qu'on se rattrape. Et moi, je pense à mon père qui vient de décéder, qui était un homme formidable, qui était paysan.
et qui disait, tu sais, après la guerre, on n'a eu qu'une obsession, une seule obsession, nous les paysans, c'était d'arriver à nourrir le peuple français. On avait tellement eu faim, on n'avait qu'une obsession, nous les paysans, c'est d'arriver à avoir suffisamment sur nos terres pour nourrir l'ensemble de la population. Les plus pauvres, c'est pareil. Quand on a eu faim, on n'a qu'une obsession, c'est de pouvoir nourrir ses enfants et de leur donner suffisamment et même plus. Alors bien sûr, les tensions, elles sont aussi autour de toutes les politiques de prévention. Elles sont autour des politiques d'accompagnement à l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit si vous ne prenez pas de légumes, vous n'aurez pas de viande? Si vous ne prenez pas ça, vous n'aurez pas les boîtes de conserve. Si vous ne prenez pas ces boîtes de conserve européennes, vous n'aurez pas d'autres produits. Ces accompagnements très invasifs. Et puis, cette prise de pouvoir de certains bénévoles sur d'autres, comment ils se permettent de refuser ces choses alors que moi, je suis là bénévolement, je prends de mon temps pour les nourrir. Et il y a un rapport de force et un rapport qui est une tension qui va faire que eh ben, on ne va plus y aller. Et puis, on va préférer crever de faim que d'aller chercher à manger. Et puis, toutes les frustrations de ces enfants qui, petit à petit, ont entendu qu'il y avait ce jeu de pouvoir dans la distribution alimentaire. Et puis, la perte de l'estime de soi. Je pense à Émilienne qui me disait, tu sais, on ne m'a pas donné accès à l'aide alimentaire parce qu'ils ont vu que j'étais allée chez le coiffeur, j'avais dépensé 16 €. Et ils m'ont dit, si vous pouvez aller chez le coiffeur pour vous faire une teinture, vous n'avez pas besoin d'aller à l'aide alimentaire. Et elle a sauté son tour, elle n'a pas eu à manger. Et puis le désespoir aussi de certains qui font que on va se rattraper sur des sucreries ou sur des douceurs. Alors, il n'y a pas que les plus pauvres, hein. Le désespoir, la compensation, on la connaît bien. Et puis la précarité qui fait que quand on n'a pas de futur le lendemain, on vit comme ça, dans un espèce d'engrenage à la petite semaine. Et tout ça, ce sont des tensions qui ne permettent pas de se structurer, qui ne permettent pas de s'occuper d'autre chose. Si on continue encore un tout petit peu, voilà, l'éducation à la santé, les injonctions paradoxales, on en a parlé. Si on continue encore un petit peu, vas-y Béné. Je crois que l'alimentation, et je pense que je prêche que des convertis, l'alimentation, c'est sûrement le vecteur de libération de personnes pauvres et c'est vraiment un vecteur qui va permettre, une fois que l'alimentation est stabilisée, de se projeter dans la culture, de se projeter dans les projets, dans l'ouverture géographique, l'ouverture vers le travail. Et on l'a vu très souvent, dès qu'on a cassé le cercle vicieux de la nourriture, ces regards, ces stéréotypes, dès qu'on a coupé cet horizon à la semaine, c'est-à-dire que les personnes n'ont plus peur d'avoir faim, elles vont aller se lancer dans autre chose, d'autres solutions. Et par contre, je pense qu'on a besoin d'apprendre d'elles beaucoup, de leur expertise de la survie, surtout dans des temps comme aujourd'hui où j'entends Marie-France qui est là me dire, tu sais, nous on a l'habitude de vivre de rien et de serrer la ceinture, mais ceux qui vont tomber dans la pauvreté là en ce moment, je ne sais pas comment ils vont faire, il va falloir qu'on les aide. Donc on a vraiment tout intérêt à travailler ensemble pour connaître l'expertise de la survie, trouver des moyens et puis des solutions à proposer et en tous les cas, structurer cette stabilisation autour de l'accès à l'alimentation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je veux juste dire encore une phrase. C'est pas en distribuant de la nourriture gratuite qu'on va avoir des gens citoyens. C'est pas possible. Elle allait plus loin. Elle disait en distribuant de la nourriture, on fait des poulets. Voilà. Je pense que ça donne quelques grandes données. Est-ce qu'il y a des questions? Alors peut-être on peut en couper le...
Je coupe momentanément le PowerPoint pour peut-être permettre des questions de compréhension ou s'il y a des personnes qui ont des réactions, sachant qu'il y aura un temps d'échange après, mais des réactions un peu à vif avant de passer à la deuxième intervention sur le rapport 57 € par mois. N'hésitez pas aussi à noter vos questions dans la conversation. Voilà, et puis on peut en prendre quelques-unes à l'oral peut-être. Il y a une question d'Éric qui demande si le glanage est interdit ou toléré. Alors, le glanage est interdit. Le glanage est interdit dans la loi. Maintenant, si vous allez demander une autorisation à une personne, vous pouvez éventuellement obtenir une autorisation écrite. Mais en général, quand vous êtes une personne en grande pauvreté et que vous allez demander à glaner, on va vous dire non. Si vous venez avec une association qui a organisé le glanage et où il y a, on va dire, une organisation et une surveillance, en général, ça se fait. Maintenant, le glanage est très à la mode et il est pratiqué dans certaines villes en transition, comme on l'a vu, notamment au Canada, en Angleterre. En France, la législation n'est pas claire du tout. Merci. On a une question, il y a Sonia qui a levé la main. Est-ce que tu veux prendre la parole et du coup activer ton micro? Bonsoir. Je voulais l'écrire, mais mon clavier n'a pas l'air de répondre. Désolée. En fait, à un moment donné, Huguette, Oui. je me permets, disait que il y a cet rapport au fait de choisir. Et c'est là où ça m'interpelle sur le fait de... C'est vraiment un risque de prendre une attitude paternaliste et vouloir dire je sais ce qui te convient et tu fais comme ci, comme ça, comme ça. Mais d'un autre côté, où est-ce qu'elle va en curseur sur le fait de que ben justement, face à ce qui a été leur tension préalable, machin comme ça, des personnes, et on voit particulièrement quand les enfants ont été habitués à un excès de sucre, par exemple, elles vont choisir qu'est-ce qui est sucré si le choix est complètement libre. Et je me posé la question, ça m'a quand même interpellée sur le fait de, bah, nous, quand on a un panier d'AMAP, on est peut-être un public un peu particulier, hein, mais quand on a un panier d'AMAP, le plus souvent, c'est le cas dans les légumes, mais chez nous, ça s'est instauré aussi dans les paniers de produits laitiers. Nous rentrons là en sachant qu'on accepte la contrainte de que nous n'allons pas choisir la composition de notre panier. Oui, du oui. coup, quelle est la différence des postures à ce moment-là entre celui qui se trouve avec je viens avec mon panier et mes mois à j'ai pris mon contrat pour l'année et je vais arriver chaque semaine et donne-moi ce qui a été récolté que je n'ai pas géré. C'est sûrement une des choses qui est la plus difficile dans l'acceptation de la MAP par les personnes en situation de fragilité, c'est une distribution alimentaire différente, quoi. C'est-à-dire, on vous donne le panier et puis tu te débrouilles avec le panier, on t'a donné ce qu'on t'a donné. Et bon, pour eux, c'est pas émancipateur. Alors, vous voulez dire que pour eux, ça peut avoir un ressenti de reproduction du phénomène qu'ils avaient vécu dans les banques alimentaires? Oui, bien sûr. Ouch. Bien sûr, ça va même plus loin parce qu'on a vu, des essais à droite et à gauche où on a donné des paniers si les personnes étaient bien sages et mangeaient bien les légumes en question, ou on leur donnait des légumes que s'ils acceptaient de participer aux ateliers cuisine. Et les fameux ateliers cuisine, on leur expliquait comment faire ces fameux légumes qu'ils n'utilisaient pas habituellement. Et alors que les femmes me disaient, mais moi, c'est trop cher, c'est 5 € leur repas. Moi, j'aurais très bien pu leur expliquer comment faire un repas pour 2,50 € avec des légumes. Mais ils savent tout. Et moi, je peux leur expliquer comment on fait à manger moins cher. Mais en fait, ils veulent absolument qu'ils savent. Ils savent. Donc, ils vont me donner les légumes, ils vont m'expliquer comment les manger.
et on perd toute une partie de la connaissance et de la culture des personnes en grande pauvreté. Et de ce fameux, ce que je vous disais tout à l'heure, cette fameuse expertise de la survie dont on aurait besoin de s'enrichir aujourd'hui. Après, c'est une question ouverte. Hein. C'est là où il est important de reconnaître la diversité et avoir comment dire, des accueils différents, parce que autant j'entends votre cas de la dame qui était déjà elle était déjà dans la débrouille dans sa vie quotidienne et elle aurait pu carrément montrer des astuces pour faire encore mieux que la personne qui était censée lui former. Mais moi, je me suis trouvée dans la situation d'une amie qu'on se connaissait dans une autre circonstance et je ne savais pas qu'elle faisait partie de ceux qui recevaient des légumes qui parfois restent à la fin de notre distribution quand il y a des personnes qui n'ont pas récupéré leur panier. C'est une association qui s'appelle Ancrage. Ils viennent à la fin de la distribution, s'il y a eu des paniers non récupérés, ils les prennent et ils distribuent à différentes personnes. Et c'est elle qui est venue me dire, ah, j'ai reçu un truc de la MAP l'autre jour, mais je ne sais pas ce que c'est. Elle me décrivait, c'est la boule verte avec les grandes feuilles. Machin. Ah, c'est un chourab. Comment je peux le manger? Dis-moi. Oui, et elle était à la recherche de ça. Du coup, je me dis que dans un groupe de personnes, on peut avoir beaucoup de cas de figure différentes. Comment on arrive à prendre les postures adéquates pour suivre chacun comme il conviendrait le mieux. Merci. Il y a d'autres questions dans le chat, Noémie. Oui, je vais les poser. Il y avait une question qui était sur le fait qui vous demandait, Huguette, de revenir sur le terme d'injonction paradoxale. Oui, alors l'injonction paradoxale, c'est particulièrement la prise de pouvoir du milieu de la santé sur l'alimentation. Et on l'a ces dernières années de façon très, très, très importante. Si vous voulez, le milieu de la santé enfin maintenant avec la pandémie, les choses vont changer, mais à poser le corps dans une certaine allure, une certaine forme. On a une attente vis-à-vis du corps, vis-à-vis du sport, vis-à-vis de l'allure, de la norme. Et du coup, les corps des plus pauvres ne correspondent pas parce qu'ils sont pas dans la norme. Et donc, on va leur appliquer ces fameuses normes sans se poser la question de savoir s'ils ont une accessibilité aux fruits et légumes qu'on leur commande de manger. Si quand on va dans les écoles dire aux enfants, le matin, il faut un jus de fruits, un yaourt, et puis des céréales, et puis du pain, et moi, elle me disait, mais moi, avec ça, je fais tout le repas de la journée. Donc, quand les enfants reviennent à la maison de l'école, ils disent, mais tu es une mauvaise mère, tu ne me donnes pas tout ce qu'il faut. Et si vous voulez, cette normalisation qui va passer par l'école, qui va passer par différents canaux, par les médecins, par ces luttes contre, oui, l'obésité, contre ci, contre ça, et avec un regard très, très destructeur sur les plus pauvres. Et en général, au lieu de construire les gens, ça les détruit. C'est l'injonction paradoxale. Voilà. Merci. Et alors, il y avait une autre question qui était, avez-vous constaté des spécificités des questions d'alimentation et d'accès entre les territoires ruraux et urbains? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est énorme parce que, mais on va y revenir dans la partie suivante. Je voudrais juste que vous réfléchissiez en revenant en arrière. Dans les territoires ruraux, vous aviez toujours des terrains communaux. Et vous aviez sur le terrain communal la chèvre qui avait le droit d'aller paître ou la vache, ou vous aviez le droit d'aller planter quelques pommes de terre, vous aviez le droit de ramasser des framboises ou des fruits. Sur les communaux, on ramassait les fruits, c'était le glanage autorisé. Et puis les communaux maintenant ont été dans les villes utilisés pour planter des balançoires. Les gens habitent dans des appartements, ils n'ont plus aucun moyen d'avoir une économie de survie, si vous voulez, pour récupérer ou pour se produire de la nourriture. La nourriture ne passe que par la grande distribution ou la distribution dans le quartier, et on n'a pas moyen de... Avant, on allait glaner après les marchés. On n'a plus le droit. Avant, on allait récupérer le pain dans les boulangeries. On n'a plus le droit.
Avant, on avait une économie de survie. On n'a plus le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois de développement durable qui font qu'on règle toute cette partie-là dans une nouvelle économie, qui est une économie du développement durable qui va utiliser tout ce qui dépasse dans la production, dans la norme, dans la règle. Et du coup, les personnes, si vous voulez, en ville, n'ont aucun ressort pour pouvoir se procurer de la nourriture, aucune économie secondaire, à part l'économie de la poudre blanche. Mais autrement, je ne sais pas, réfléchissez. Alors que dans les villages, eh bien, dans les villages, je vois un jeune homme, là, il m'a dit, moi, tu sais, j'ai fait les mirabelles sur le bord de la route, je ramasse ça, je vais aux champignons, je vais à la pêche, voilà, on a la possibilité de se produire de la nourriture. Imaginez l'ensemble de cette population qui est dans des boîtes, dans des cages, dans des appartements où il n'y a plus aucun lien avec la nature et plus aucun lien avec le fait de se procurer à manger. Merci. Bénédicte, est-ce qu'on a le temps de prendre 2 autres questions? Je pense qu'on peut en prendre une dernière et puis après, il faudra passer sur la deuxième intervention. D'accord. Du coup, il y a une question donc à Huguette sur l'injonction paradoxale à l'écologie et au bio. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on peut co-construire autour de cette injonction paradoxale? Alors, c'est très intéressant de se dire que la norme, aujourd'hui, elle s'appelle BIO. Pourquoi c'est celle-là? Pourquoi c'est pas les aliments devraient être des aliments de qualité? Et on a presque une religion du bio. Et on est presque prêt à tout pour du bio. Et on est presque prêt à tout. On entend tout et son contraire. Et les plus pauvres entendent des choses terribles. Et on entend des gens qui disent sauver les abeilles, pas les migrants. On est dans une société où la religion du bio et de l'écolo peut être terriblement décapante pour les plus pauvres. Et moi, j'appelle tous les gens qui sont fervents écolos à réfléchir et à prendre en compte les plus fragiles et les plus pauvres de la société. Et donc, ne pas avoir d'injonction paradoxale en disant tout le monde mange du bio en sachant que c'est 25% plus cher et que déjà, on ne peut pas manger autre chose. Donc, un petit peu de bon sens, un peu de bon sens. Là, moi, je trouve que vous avez beaucoup de bon sens parce que vous avez parlé d'une alimentation de qualité. Alors, la religion du bio, prenons un peu de hauteur par rapport à ça. Merci. Et alors, il y avait une autre question, une dernière, qui était quels sont les modes d'accès aux bons produits vécus comme les plus dignes et émancipateurs pour les personnes en précarité? Et la personne qui pose la question parlait des groupements d'achat, des épiceries solidaires. Oui, alors là, on va y venir précisément là-dessus. Et effectivement, les modes d'accès, on a vu après la guerre que les modes d'accès à des produits de qualité et des produits locaux, c'était les coopérateurs, ça a été des coopératives. Il y a eu toute cette dimension communautaire. Et les plus pauvres, là, le drame des plus pauvres, c'est d'être isolés, c'est d'être exclus et d'être seuls. Et la force, je pense, de Joseph Wresinski, ça a été de les faire jouer collectif. C'est de dire, on est pauvre en France, on est pauvre aux États-Unis, on est pauvre, mais on fait partie d'une même famille. Jouons collectif. Et le poids du collectif, et là, vous allez le voir avec 57 €, je vais faire assez rapidement, mais du coup, le poids du collectif fait qu'on se refait aussi une culture, on se refait une culture du corps, de l'alimentation, de l'utilisation de son argent, et on fait citoyenneté avec les autres. Je pense que c'est très important. On peut peut-être passer à la slide suivante, Bénédicte, si tu veux. Donc, alors, c'est parti pour la deuxième partie. Je vais être assez rapide, plus rapide que la première partie. Juste pour vous, en fait, c'est un exemple. En général, quand on essaye de travailler sur une thématique,
Et on a avec nous un groupe qui s'appelle un laboratoire d'idées. Donc, vous avez plusieurs personnes qui sont là. Et ces personnes, on a fait ce livre avec tous nos ressentis, et qui sont justes ou qui ne sont pas justes, et qu'on peut, et vous pouvez dire, c'est pas juste ce que ressentent ces gens-là, mais on est quand même obligé de dire, ils le ressentent, ils ont dit qu'ils le ressentaient, donc on va le prendre en compte. Et ce n'est pas parce qu'il y a des ressentis qui sont dans cette expression, dans ce livre, qui sont la science exacte. On est bien d'accord, on travaille sur de l'expression des personnes en situation de précarité. Et là, notamment, on est arrivé à un point où on a dit, bien, on voudrait bien manger dignement et durablement, ne pas être mis à l'index, ne pas être nourri avec les restes des autres, et ne pas être des poulets à qui on distribue de l'alimentation et pour qui on a choisi l'alimentation qui lui conviendrait. Et donc, c'est arrivé à un moment où les personnes qui étaient avec nous disaient on n'en peut plus, on n'en peut plus. Là, il y avait une femme qui était furieuse parce qu'elle n'avait pas de dette. Elle n'avait pas de dette. Elle avait un RSA, elle n'avait pas de dette. Eh bien, on lui a refusé l'accès à l'épicerie sociale parce qu'elle n'avait pas de dette. Et on lui a dit, avec votre RSA, vous pouvez même arriver à mettre 50 € par mois, 57 € par mois de côté. Elle a dit, mais je ne peux pas manger et mettre de l'argent de côté. Et parce que je n'ai pas de dette, vous me refusez d'aller dans l'épicerie sociale locale. Et puis, cette autre personne dans le Nord qui m'a raconté que pour avoir un repas à Noël, un poulet pour le repas de Noël, elle a été obligée de vendre des bons de tombola dans son quartier, donc chez des gens qu'elle connaissait. Elle a eu la honte de sa vie parce qu'autrement, ils disaient que s'ils ne font pas un effort, il n'y a pas de raison qu'ils aient un poulet à Noël, quoi. Et cette espèce de situation qui n'était pas juste, on s'est dit, mais bon, on va se mettre autour d'une table et on va manger dignement et durablement avec 57 € par mois. Donc, on passe le suivant. Et on était une douzaine. Et donc, on a pris un panier, 2 paniers. Et on a dit, bon, si on mange un panier digne et durable, on va mettre dedans des produits secs, des légumineuses, des protéines, des produits laitiers. Et puis, on a fait la liste et on sait très bien la faire. Et on sait ce qu'il faut manger pour être en bonne santé, pour ne pas être obèse, Et puis après, on a regardé, on a fait des tableaux et on a regardé les sous qu'on avait et on a fait ce qu'on appelle notre panier d'habitude. Alors, dans le panier d'habitude, il n'y a pas de légumes, il y a du pain, il y a un peu de lait, il y a plutôt du beurre que de la crème parce que ça va plus vite, et plutôt de la margarine, les bons jours. Il n'y a pas d'œufs. Il y a du poisson parce qu'il y a le caviar des pauvres, hein, c'est les miettes de thon, et ça, c'est super, ça fait tous les repas et ça fait de la nourriture équilibrée. Et puis, il n'y a pas trop de viande. Hein, et voilà, on a fait notre panier. Et puis, qu'est-ce qu'on prend comme dessert et comment on fait? Et on s'est expliqué comment on arriverait avec 57, on n'est pas arrivé, hein, mais avec 90 €, on arrivait à manger pas trop de légumes, pas trop de viande, pas trop de produits secs parce que les lentilles, tous ces produits sont chers. Et donc, on a vu ce qui pouvait rentrer dans nos paniers d'habitude. On s'est dit, on va se remonter les manches et on va faire en sorte que les 2 paniers se rejoignent et qu'on puisse avoir un panier digne, durable d'habitude. Et si tu peux passer le suivant. Et là, en fait, on a fait de la microéconomie, le panier de la ménagère. Et on est partis ensemble et on a été tester les meilleurs prix. Alors, on est allé acheter dans les laiteries des yaourts en groupe et puis on se les est répartis. On a acheté un quart de bœuf dans un abattoir, on se les répartit. Il a fallu acheter un congélateur parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de congélateur. Hein. Il faut quand même savoir que si on veut faire de l'achat groupé, il faut avoir derrière des lieux pour stocker et puis des lieux pour mettre la nourriture. Après, on a dit, on est allé voir des producteurs pour voir si on en achetait beaucoup, s'ils nous les vendaient moins cher. Ou s'ils avaient éventuellement des produits qui étaient
en surplus dans ce qu'ils faisaient. Et là, on a eu un producteur, alors ça, c'était un super truc parce qu'on a un producteur de fruits et légumes, mais surtout de plants, qui nous a dit, moi, je jette au compost à peu près 3% de la production des plants de légumes. Ça fait partie de mon business plan. On lui a dit, pou, 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 on ne jette plus rien maintenant, c'est tout pour nous. Et en fait, on a récupéré tous les plants et on a planté partout où on pouvait planter, chez tous les amis, chez tous les… Voilà, on a fait ce genre de démarche. Puis on est parti à l'étranger pour ceux qui habitaient près de l'Allemagne. Et on est allé acheter en Allemagne parce que l'épicerie est beaucoup, beaucoup moins chère en Allemagne, 30% moins cher. Donc la farine, les produits bio, on allait les acheter en Allemagne. Et puis ensuite, on a cherché les meilleurs prix. On s'est dit, il faut aussi être intelligent. Donc on a pris toutes les promotions et on a fait un vrai travail de repérage et pour acheter ensemble. Donc là, on achetait les 12 yaourts pas chers, mais on se les répartissait. Et puis ensuite, on s'est dit, maintenant qu'on a des plans qu'ils allaient jeter, il faut qu'on trouve des jardins. Donc, les gens ont écrit à leur municipalité pour demander un jardin. Personne n'a eu de jardin. Et ça m'a fâchée. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il y a des jardins dans toutes les villes, il y a des jardins. Et donc j'ai écrit au nom d'ATD Carmonde et j'ai eu plein de jardins partout. Et là, je me suis dit, c'est dégueulasse. Parce que la personne qui en a besoin, qui est toute seule, elle n'accède pas à un jardin. Comme la nôtre, qui n'a pas besoin de jardin, franchement, elle va accéder à tous les jardins que vous voulez. Donc là, on s'est dit qu'il y avait un problème sur l'accès au foncier. Ensuite, on a cherché les circuits courts dans ce qui était connu des participants. Alors, Katia est là, elle nous a fait avoir des pommes de terre pas chères. On a Gilles qui nous a fait avoir du lapin. On a tous nos réseaux. On est resté encore sur un réseau qu'on n'a pas utilisé. Vous savez que la viande de chasse, les chasseurs ici en Lorraine, ils font des trous quand ils ont fini la chasse, ils mettent la viande dedans et ils referment. Parce qu'ils ne veulent pas payer 70 € par bête pour amener la bête à l'abattoir. Et ils n'en ont pas besoin. Donc, ils prennent simplement les cuisseaux et ils enterrent la viande. Et on s'est dit, c'est quand même terrible. On devrait pouvoir, avec les chasseurs, passer un accord pour avoir accès à la viande de venaison. C'est encore ouvert, ce n'est pas fait. Et puis après, on est allé chercher des partenariats avec d'autres initiatives citoyennes. On s'est dit, on est un groupe de citoyens, on n'est pas riches, mais on voudrait bien aller vers les paniers solidaires, vers les vergers partagés, vers le glanage, vers la cueillette. Et ça, on n'a pas été super reçus. On nous a quand même fait comprendre qu'on n'avait pas un gros budget, qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et qu'en plus, si on allait glaner comme ça, on risquait d'amener des gens pas forcément voulus. Voilà, donc on passe à la suivante. Mais n'empêche que toutes ces dynamiques, et vous avez vu que là, ce sont des dynamiques des personnes qui, entre elles, ont fait du brainstorming. Elles ont cherché, elles ont ouvert des portes, elles ont téléphoné aux laiteries, elles ont été voir les paysans qui font des bêtes, elles sont allées voir les abattoirs. Eh bien, sont elles qui étaient à la manœuvre. Et franchement, ça a permis une dynamique. Alors maintenant, on a des jardins partout, on voit des personnes qui redistribuent les excédents, qui vont en groupe ramasser des fruits, qui disent maintenant on voudrait bien transformer, tu comprends, il y a plein de choses à faire. On a plein aussi de recettes qui sont vraiment pas chères, on voudrait les partager avec les autres, on voudrait être là aussi pour tous ceux qui vont tomber dans la pauvreté avec la pandémie et on voudrait vraiment les aider et donner nos trucs. Et donc, on se pose la question de savoir si la prise de l'autonomie alimentaire, ce n'est pas vraiment un facteur d'inclusion sociale et si ce n'est pas vraiment, du coup, un facteur de citoyenneté. Parce que se sentir utile, se sentir entendu, écouté, eh ben, ça a donné une vraie place aux personnes et non seulement une place d'acteur, mais aussi une place de consultant, de conseiller et franchement, vous verrez, on est allé vers Terre de Lorraine où on a proposé de faire un deal avec ce qui avait été proposé dans cette recherche.
de le mettre sur un territoire avec des institutions et des politiques, et puis de travailler ensemble. Et voilà, je passe la parole. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions de compréhension ou est-ce qu'on passe à l'intervention de Sophie Égée? Noémie, si tu veux continuer à prendre quelques questions. Eh ben, on a répondu à toutes les questions. Ah, bravo. Il y a des commentaires qui vous remercient pour l'intervention. Merci de m'avoir invité. C'était très touchant. On était très honorés et on est tous là. Tout le monde n'a pas pu venir parce que c'est difficile pour beaucoup d'être branchés en Zoom. Mais on espère qu'on va pouvoir arriver à développer des systèmes Zoom entre nous parce qu'on a plein de choses à faire. Là, on est en train de travailler sur l'enterrement digne pour tous. Donc, on a monté un contrat obsèque pour que les gens soient enterrés dignement. On a travaillé sur la complémentaire santé solidaire qui a été développée l'année dernière. Et on est en train de travailler aussi en ce moment sur toute la partie qui va être comment on peut habiter un lieu quand on est pauvre, qui est la question de l'habitabilité. Il ne suffit pas, disait un homme, qu'on nous donne un toit et des murs. Ça, en prison, on l'a aussi. Voilà. Il y a deux questions, Huguette. Il y a une première qui est assez large, mais que je vais vous poser quand même, sur la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a une personne qui demande si la sécurité sociale de l'alimentation est ou n'est pas la solution ou une solution. Alors, on a deux approches sur la sécurité sociale de l'alimentation. Là, il faut revenir sur la sécurité sociale elle-même. La sécurité sociale elle-même, elle est donnée pour que les personnes qui travaillent, à l'origine, elle était donnée pour enterrer les personnes, et puis pour que les personnes qui travaillent puissent mettre de côté pour se protéger quand elles étaient malades et les leurs étaient malades. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une partie des gens qui payent pour la sécurité sociale, qui sont couverts par la sécurité sociale, et il y a 8 millions de personnes pratiquement qui ne sont plus couverts aujourd'hui par la sécurité sociale, si ce n'est 11 millions qui sont couverts maintenant par la CSG et par un système étatique. Bon, c'est peut-être un peu technique, mais en tous les cas, la protection sociale, c'est vraiment un sujet intéressant parce qu'on voit que la sécurité sociale, elle fonctionne si vous avez des travailleurs qui vont payer pour avoir une couverture pour leur alimentation. C'est comme ça que ça fonctionne, la sécurité sociale. Donc, qui va accepter de travailler et de mettre une partie de son salaire sur un pot commun qui va permettre de se nourrir soi-même sur un certain nombre de produits choisis et de nourrir les autres sur sa partie de salaire? Ça ne passera pas. Je pense que ce qui est intéressant, donc c'est pas de parler de sécurité sociale, mais de bien parler de protection alimentaire. Et la protection alimentaire, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire travailler sur un accès à une alimentation digne et durable pour tous, et de lutter contre la précarité alimentaire. Et lutter contre la précarité alimentaire, ça veut dire instaurer une protection d'accès à une alimentation digne. Et cette protection-là, il y a 3 ministères qui travaillent dessus. J'ai entendu Emmanuel Vargon parler d'accès à de la terre foncière pour tous, parler d'accès à des cuisines et au-delà de la nourriture dans les hébergements, de retrouver de la dignité dans l'alimentation, de retravailler sur l'utilisation des excédents alimentaires, de retrouver l'économie de l'excédent qu'on avait il y a longtemps, et cette économie, en faire une vraie économie solidaire. Et c'était parti avec François Hollande. Il y a des économies sociales et solidaires qui étaient soutenues, qui transformaient les excédents.
tout ça, je pense qu'il faut tout l'inventer. Il ne faut pas juste uniquement parler d'une somme d'argent qui va être allouée à certaines personnes pour qu'elles mangent. Je reviens toujours à cette image de, vous savez, quand on a parlé ces 10 dernières années d'accès à l'alimentation, moi j'avais l'impression d'être chez mes parents où on distribue des granulés au poulet, quoi. C'est pas ça l'accès à l'alimentation digne et durable. L'accès à une alimentation digne et durable, c'est redonner le sens de l'alimentation et d'une alimentation digne. Merci Huguette. Il y a une dernière question sur l'accès au foncier. Je pense que la personne fait référence au jardin partagé. Et donc la question, c'est comment la collectivité peut gérer l'accès au foncier avec équité quand il y a beaucoup de demandeurs? Alors, Emmanuelle Wargon disait très justement qu'elle voulait aller vers une automatisation de l'accès au foncier pour toutes les personnes qui étaient sous un certain seuil de pauvreté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi les constructions de l'habitat n'incluraient pas autre chose que simplement des murs et un toit? Et je reviens sur autre chose, et Viviane j'ai vu, et tu as raison, Viviane dit, c'est des jardins partagés ou des jardins nourriciers? Vous savez, les jardins partagés, on a plusieurs personnes qu'on a encouragées dans le 57 € à dire, allez dans les jardins partagés. Ils sont venus, ils m'ont dit, attends, on a eu une courgette 3 fois dans l'été, et puis c'est ça qui va nous nourrir? C'est pas pour nous, ce truc-là. Ils sont là, eux, ils plantent des fleurs, ils discutent, ils machin, on ne se sent pas intégrés. Et en plus, on ne bouffe pas avec leurs trucs. Donc, il est bien question de jardin nourricier. Et quand Emmanuelle Wargon parlait de terre arable, il était bien question dans sa tête de retrouver de l'accès à de la terre. Et je vous recommande, il y a un réseau qui s'est monté, qui est un réseau qui s'appelle le réseau Agriculture urbaine et précarité, qui traite de ces sujets-là et qui va traiter notamment des sujets légaux, c'est-à-dire l'accès au foncier dans les villes, l'utilisation du foncier, l'utilisation du glanage, toutes ces méthodes qui doivent sans doute se développer. Moi, je pense qu'on est à l'aube, c'est super, on est à l'aube où on peut inventer plein de choses. Je trouve notre jeunesse passionnante, elle est beaucoup moins coincée que nous l'étions il y a des années. Et elle a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'inventivité. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Du coup, Bénédicte, je te laisse la parole. Il y avait juste une intervention de Madame Gondol sur la sécurité sociale, mais ce sera peut-être l'occasion d'en débattre juste après. Et du coup, on passe sur l'intervention de Sophie Egé, chargée de projet alimentaire digne et durable, donc en pays Terre de Lorraine. Et donc, pareil, Sophie, je passe vos slides et vous me dites quand vous voulez que je zappe. Oui, donc pareil, on va suivre une présentation PowerPoint donc qui vous permettra de visualiser quelques données. Donc, on vous emmène en Terre de Lorraine, c'est un pays qui est donc en Meurthe et Moselle, 4 communautés de communes qui sont regroupées, qui sont au sud-ouest de Nancy, en zone à la fois urbaine avec 2 villes de taille raisonnable et tout le reste est en zone franchement rurale. Donc, le projet s'appelle La dignité dans les assiettes et donc c'est une démarche territoriale pour l'accessibilité sociale de l'alimentation. Donc, si on peut passer à la slide suivante, merci. Ça s'inscrit en fait dans un projet alimentaire territorial dont les objectifs principaux en fait sont de reterritorialiser l'alimentation, donc des objectifs économiques, le maintien de l'agriculture, la création d'emplois. Et en fait, l'approche qui a été faite sur le pays Terre de Lorraine par les politiques, c'est que ces objectifs économiques ne sont pas à mettre en opposition avec la lutte contre la pauvreté
bien au contraire. Et au contraire, si on veut déployer le projet alimentaire territorial, donc principalement pour augmenter la part de produits locaux dans les assiettes, il faut que ce soit pour tout le monde, donc pour un peu tous les échelons de la société. Donc la question de la démarche donc, qui s'appelait « Se nourrir quand on est pauvre » du titre du rapport que Huguette nous a présenté tout à l'heure, c'est comment faire pour que manger local soit accessible à tout le monde, donc une alimentation de qualité, digne et durable. Si on peut passer la suivante, merci. Donc c'est vraiment ce croisement entre les prédispositions du territoire sur la justice sociale, tous les aspects du développement territorial social, et l'opportunité de ces travaux d'ATD Quart Monde sur se nourrir quand on est pauvre, se nourrir avec 57 €, qui a permis en fait le démarrage de cette démarche-là. On peut passer. Et donc, la démarche a connu une première phase depuis 2016, donc de 2016 à 2019 d'expérimentation. C'est une démarche territoriale collective qui se base sur vraiment un collectif d'acteurs, une participation ouverte de personnes intéressées à ces questions d'accessibilité, de dignité, durabilité, de qualité, de qu'est-ce que ça veut dire, de quelle qualité on parle. Donc, qui s'est basé principalement sur une charte sur laquelle je vais revenir et dont vous pouvez trouver sur le site internet de Terre de Lorraine, à travers des actions alimentaires et des laboratoires d'usage en lien avec ces actions-là. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du collectif, donc, qui est en fait ce qu'on a appelé un conseil multipartenarial, donc plusieurs acteurs à la fois des personnes de monde associatif, des structures sur le territoire, aussi des producteurs. La Chambre d'agriculture a été associée, donc des structures comme le Conseil départemental, des CCAS, des Maisons des Solidarités se sont associées. Et l'idée de base est vraiment le cœur de l'action et de toutes ces pensées-là. C'est l'attention particulière à la place, à la participation des personnes connaissant la précarité alimentaire. Et donc, ces personnes ont été partie prenante depuis le début, et c'est ce qui a fait l'intérêt en fait de tout ce travail. Donc, c'est un groupe qui, à la base, est parti de 8 personnes et organisations qui se sont rencontrées depuis janvier 2017 pour arriver à 20 personnes et organisations maintenant, à travers un comité plénier et puis des groupes de travail sur différentes thématiques. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante qui présente la charte plus précisément, c'est tout un travail qui a été fait en collaboration en 2017 pour expliciter qu'est-ce que ça veut dire l'accès digne et durable de tous à une alimentation de toutes les qualités. Et donc, c'est une charte qui, en 11 points, permet en fait, quand on l'utilise, d'interroger ces pratiques, donc pour les personnes qui sont déjà dans le collectif et puis pour les personnes qui pourraient de l'extérieur s'intéresser à ce qui s'y passe. Donc vraiment questionner ces pratiques par rapport à ce qui a été écrit dans cette charte. Donc pour sensibiliser à l'accès digne et durable et donc à la fois repérer et promouvoir les actions alimentaires qui répondent à ces principes-là. Donc, ça a été signé en particulier le 8 mars 2019, qui a été un temps fort du projet, un forum qui s'est appelé « De la dignité dans les assiettes », qui a été le nom qui a été retenu plus tard pour le projet, donc qui s'appelait au départ « Se nourrir quand on est pauvre » du nom du rapport, qui est devenu « De la dignité dans les assiettes » parce que ça, voilà, c'était un nom qui parlait de plus en plus à toutes les personnes qui sont dans le collectif. Et donc, ce jour-là, c'était un forum qui a eu lieu à Toul,
petite ville, qui a réuni 400 personnes. Donc, c'était assez impressionnant comme mobilisation autour de stands, d'activités, aussi de tables rondes qui ont réuni à la fois des personnes qui ont une expérience de la précarité et de la précarité alimentaire, avec des agriculteurs, avec des politiques, des décideurs, aussi des chercheurs qui étaient là. Et c'est vraiment un moment qui a donné de l'ampleur à cette démarche-là, en signifiant aussi tout l'intérêt des personnes sur le territoire pour ces questions-là. Donc, les chantiers qui ont été commencés dans cette démarche, c'est sur ces 3 axes-là: l'accès aux produits locaux, l'urgence de l'aide alimentaire et l'accès au foncier. Donc, qui couvre en fait la question de l'alimentation par ces 3 axes-là. Donc, sur le premier axe, si on peut passer, donc c'est celui de l'accès aux productions locales. L'idée de départ, et on en a déjà, on l'a évoqué déjà pas mal, c'est les producteurs préfèrent vendre et les consommateurs préfèrent acheter. C'est très basique en fait, mais c'est pour dire qu'on est dans une société où les producteurs ont besoin de vendre leurs produits à un prix qui leur permet de vivre dignement de leur activité. Et voilà, personne ne préfère recevoir des choses sans pouvoir choisir. Par contre, acheter en choisissant, ça, c'est quelque chose qui est motivant. Donc, le mécanisme qui a été étudié pour cet accès aux productions locales, c'est pour les producteurs de leur proposer en fait un achat groupé qui leur permette à eux de faire une vente en gros, donc de diminuer les prix si c'est possible pour eux. Donc, ça peut être un nouveau circuit de commercialisation pour des agriculteurs, ça peut être intéressant. Et puis, ce qui est vraiment important aussi dans cette action-là, c'est le facteur humain, en fait, la fibre sociale des producteurs qui acceptent de s'investir avec, en collaboration avec tout le groupe qui fait cet achat groupé-là. Du côté des consommateurs, le mécanisme qui a été mis en place pour mobiliser des personnes dans différents réseaux, en fait, c'est de passer par des organisations avec lesquelles, qui sont en contact avec des personnes qui sont dans des situations de précarité, pour un relais, une mobilisation pour que les commandes puissent être arriver à temps aux personnes, et de l'autre côté, retourner à temps pour que les producteurs aient ces commandes-là. Donc, ça s'est passé par des chantiers d'insertion, des associations comme les Francas, centres socioculturels, des services d'insertion. Et une partie, la part importante du mécanisme aussi, c'était des prix et des produits qui sont intéressants. Donc, c'était aussi cette recherche-là. Donc, en 2018, il y a pu avoir presque 2 tonnes de légumes. Donc, c'était des pommes de terre, des carottes, pour une centaine de familles qui s'étaient réunies pour cet achat groupé-là. Puis aussi un produit emblématique en Lorraine, 285 kilos de Mirabelle qui ont été distribués à une cinquantaine de familles, mais partagés entre une cinquantaine de familles à l'occasion de cet achat groupé-là. Et puis, suite à ces expérimentations-là, à partir de 2019, et donc toute cette année aussi, c'est une action qu'on a essayé, tout le collectif, en fait, de porter pour qu'elle soit plus durable. Donc, l'idée, c'était de structurer une association. Donc, il y a une association qui s'est appelée Emplettes et Cagettes qui a déposé ses statuts. Et donc, l'objectif était de proposer une fois par mois des achats groupés réguliers. Donc, c'était prêt à partir en février cette année. Ça n'a pas pu se faire. Voilà, le premier aurait dû se faire au milieu du mois de mars. Donc, ça n'a pas pu se faire. Et puis, depuis le mois de juin, il y a une petite reprise en douceur. En même temps, du coup, ça n'a pas vraiment démarré.
Et donc, il y a pas mal de questions qui se posent, à la fois pour développer la palette de produits qui est proposée, avec des retours qui sont intéressants, en fait, pour dire, oui, les légumes, ouais, les produits qui sont proposés, ces légumes-là, ils sont trop chers. Ça, c'est pas une qualité qui justifie un prix qu'on est prêt à payer. Et de l'autre côté, des produits où on a comme retour, c'est une farine qui est d'une tellement bonne qualité que oui, ça vaut la peine de payer le prix qui est un peu plus cher que ce qu'on, ou beaucoup plus cher que ce qu'on payerait pour une farine en supermarché, mais la qualité le justifie pour nous. Une des autres questions, c'est comment les familles les plus précaires y ont réellement accès. C'est un acte d'achat qui demande pas mal d'investissement. Voilà, il y a 2 semaines avant d'avoir les produits, il faut remplir son bon de commande et voilà, faire toute la démarche pour aller jusqu'à recevoir ces produits. Et donc, c'est pas mal de freins aussi pour certaines personnes. Et donc, il y a ces questions-là d'ouverture vers d'autres formes d'accès aux productions locales, comme donc ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le glanage, par exemple. On peut passer à l'action numéro 2, donc la diapositive suivante qui est sur le chantier sur revisiter l'aide alimentaire. Ce que vous voyez, la carte que vous voyez, c'est le pays terre de Lorraine cartographié en fonction de la richesse des communes. Donc, on voit bien une frange qui est une frange de pauvreté et puis quelques zones rouges aussi sur les villes. Les petits points qui existent, les petits points blancs, c'est la cartographie des lieux d'aide alimentaire qui existent, avec par exemple un Resto du Cœur qui est encore ouvert fin 2019 dans la région. Et donc, je vais vous parler avec la diapositive suivante des actions qui ont été faites, à commencer par une co-formation, c'est-à-dire 2 journées qui ont été montées pour permettre à la fois aux professionnels, aux bénévoles et aux bénéficiaires de l'aide alimentaire de parler ensemble des pratiques, des ressentis, des idées, des envies par rapport à l'aide alimentaire. Donc, c'était une session très riche qui a permis de mettre en évidence 2 axes d'action principaux, à savoir un axe sur le contenu des produits de l'aide alimentaire, à la fois sur la qualité, la quantité, l'adéquation de ces produits, et puis un axe sur l'accueil, à la fois administratif et l'accueil physique ressenti pendant les sessions d'aide alimentaire. Donc, suite à ça, sur la diapo suivante, on développe un petit peu ce qui a été fait suite à ça. Donc, c'est un petit groupe qui s'est approprié ces questions-là et qui, pendant 1 an, s'est réuni sur une des villes du territoire avec les associations et puis le CCAS, la Maison des Solidarités, pour travailler ensemble sur ces questions, se coordonner, apprendre à se connaître entre acteurs de l'aide alimentaire déjà, avec en perspective de pouvoir expérimenter de nouvelles pratiques. Je vais passer tout de suite à l'action 3 encore, qui sont le dernier chantier sur l'accès à la terre, l'accès au foncier à travers les jardins nourriciers. C'est quelque chose qui a vraiment du sens dans notre territoire qui est donc rural, avec une certaine culture des jardins ouvriers dans une partie des communes aussi, et en particulier une commune, donc Neuve-Maisons, dont le maire s'est emparé de cette idée-là pour dire oui, on veut pouvoir faire bénéficier des personnes qui vivent des situations de précarité de terrain pour produire ces légumes et pour se nourrir,
que ce soit collectif et que ce soit quelque chose qui apporte du lien social aussi. Donc, c'est un travail qui a été fait avec la chaire agriculture urbaine et précarité qui a été mentionné tout à l'heure, avec vraiment cet axe pour dire oui, c'est un jardin nourricier, c'est pas seulement un jardin partagé. Il faut travailler pour que ce soit réellement accessible aux personnes qui connaissent la précarité et que réellement il y ait quelque chose à manger tout au long de la saison de culture. Donc, il y a eu un travail très important de mobilisation fait par un stagiaire pendant 6 mois sur la commune de Neuve-Maisons pour trouver les personnes qui sont intéressées et permettre fin 2019 de créer l'association sur la base de tout ce travail de mobilisation. Et puis en 2020, on a pu commencer à cultiver les terrains. Alors, comme pour les achats groupés, donc c'est quelque chose qui a été commencé avec beaucoup d'enthousiasme en février-mars. Il y a eu une session en particulier début mars de déblayage du terrain, de vraiment une belle mobilisation d'une vingtaine de personnes sur une matinée pour préparer le terrain. Donc là-dessus, on a eu le confinement. Et en fait, c'est grâce à un producteur, ce même producteur qui a été mentionné tout à l'heure, qui a cette gentillesse de donner ces plants qu'il aurait jetés sinon. Donc ces plants qui demandaient absolument à être plantés très rapidement, que le jardin a pris vraiment une belle allure et vraiment de l'ampleur dès la fin du mois de mai. En particulier aussi parce que donc, la personne qui était en stage en 2019 était revenue et a pu continuer à apporter ce travail-là aussi avec l'association qui s'est structurée au fur et à mesure. Et donc, si on peut passer sur la diapo d'après et quelques photos simplement des plantes qui ont été reçues, des plantations qui ont été faites sur cette parcelle qui fait 2500 mètres carrés, donc qui est une belle parcelle qui permet en fait vraiment de cultiver et de produire des légumes et d'avoir à manger. Donc le groupe qui s'en est occupé est plutôt petit. On peut rester encore sur les photos. Merci. Par rapport à la taille, il pourrait y avoir beaucoup plus de personnes encore qui viennent. Mais donc ce petit groupe, en fait, est constitué déjà d'une famille en particulier qui a été très, très investie depuis le départ sur le projet, qui a demandé à avoir aussi une parcelle individuelle à leur disposition, en plus de la parcelle collective qui avait été pensée au début. Et donc, de cette parcelle individuelle, en fait, ils ont pu faire leur propre jardin et avec cette motivation, du coup, à être là tous les jours pendant l'été pour arroser en particulier, pour faire ce travail-là d'entretien. Et en fait, en même temps que leur parcelle, ils ont entretenu l'autre parcelle, la parcelle collective, avec vraiment beaucoup de compétences et beaucoup de soins. Et donc, c'est cet investissement-là aussi, cet équilibre entre individuel et collectif qui a été très porteur pour ce projet-là. On peut passer sur la diapo d'après. Merci. D'autres leviers d'action encore qu'on a sur le projet, c'est un projet de théâtre, une pièce de théâtre qui a été écrite sur l'accessibilité de l'alimentation, la précarité alimentaire, à partir des témoignages de personnes qui ont ce vécu-là. Et avec comme acteurs ces personnes qui ont donné leur témoignage. Donc, c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration. Et on espère pouvoir la présenter au printemps de l'année prochaine. Et donc, c'est vraiment un gros travail pour ces personnes-là aussi d'exprimer en fait leur vécu et ce qu'ils ont à dire sur ce sujet-là. On a aussi un travail en cours sur donc les messages sur la nutrition et la santé,
qui est dans les tuyaux aussi. Un gros travail qu'on a commencé pour monter ce qu'on appelle un observatoire de l'accessibilité de l'alimentation, en particulier à travers des laboratoires d'usage, des laboratoires sur le territoire pour vraiment comprendre comment les personnes localement vivent leur situation d'accessibilité de l'alimentation. Et voilà, je mentionnais aussi un travail réalisé pendant le confinement de lien avec les producteurs, entre les producteurs et les habitants, et de cellules de veille sur l'accessibilité de l'alimentation, donc qui a pu se faire aussi dans le cadre de cette démarche-là. Et donc, je peux passer à la dernière diapositive, donc pour conclure sur l'enjeu central, donc qui est, comme je le disais dès le début, la participation des personnes qui connaissent la précarité alimentaire, et donc les conditions de cette participation à tous les stades en fait à la fois du projet et de chaque activité, donc l'élaboration, le suivi, l'évaluation. Et donc cette richesse de pouvoir croiser cette approche avec l'approche des professionnels, des bénévoles, des politiques, et vraiment de profiter de pouvoir avoir ce dialogue-là sur le territoire. Et donc, l'enjeu qui reste toujours le challenge principal, c'est traduire ces objectifs-là, qui sont un peu la culture commune du collectif qui s'appelle donc la dignité dans les assiettes, en action concrète sur le terrain. Et donc, à la fois pour que des personnes puissent manger mieux, vraiment changer les conditions de l'alimentation, et l'accompagnement des porteurs de projets aussi, grâce à une méthodologie qui prend forme, qui a vraiment à cœur les conditions de la participation des personnes. Voilà, donc j'ai terminé cette présentation-là. Je pense qu'on peut passer aux questions. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oula. Noémie, tu les as toutes notées? Alors, je vais les prendre dans l'ordre inverse. Il y a eu quelques questions, mais auxquelles Huguette a répondu sur l'accès aux jardins nourriciers quand on habite en ville, sur la question des jardins familiaux, etc. Donc, il y a pas mal de réponses déjà dans la conversation. Il y a une question qui est: que pourraient faire les pouvoirs publics pour multiplier ce type d'initiative, qui est une question relativement large. Voilà, je te la pose du coup, Sophie. Donc, c'est une bonne question. Et je pense que ce qu'on a vu avec la démarche qui a lieu en Terre de Lorraine, c'est que les pouvoirs publics doivent commencer par s'approprier ces questions-là, en fait, de comprendre les enjeux, et de comprendre aussi le temps long qui peut être nécessaire pour arriver à mobiliser les personnes sur le territoire, mobiliser les personnes qui sont en situation de précarité, en particulier avec les difficultés que ça implique. Et de l'autre côté, il y a une question de choix politiques, d'investissement aussi, qui sont les bienvenus quand le maire de Neuve-Maisons a eu cette impulsion de dire on va faire ce qu'il faut pour que l'association puisse se créer, qu'il y ait un terrain qui soit à disposition pour cette association-là. C'est ce genre d'action qui fait que ça fonctionne. Merci. Il y a une autre question qui est: comment les personnes ont-elles été choisies, entre guillemets, pour participer, et par qui? Alors, c'est une bonne question aussi. Et en fait, moi, je suis arrivée dans cette action-là seulement il y a 1 an. Donc, je ne saurais pas forcément dire au début comment les personnes ont été mobilisées. Je ne sais pas si, Huguette, tu voudrais préciser des choses sur ça? Oui, en fait, dans le démarrage du travail, j'arrive pas à mettre ma vidéo, mais enfin, vous me voyez. Oui. Dans le démarrage du projet, il y avait des personnes en situation de pauvreté qui étaient déjà à l'initiative et qui étaient déjà dans le groupe
où étaient les politiques, les institutionnels, puisqu'ils avaient travaillé sur le livre, et puis 57 € par mois. Et puis très rapidement, en allant dans les villages, en allant dans les lieux, rencontrer les acteurs du territoire, eh bien, il y a des personnes qui nous ont rejointes. Et ce sont des personnes qui se sont reconnues dans ça ou qui ont amené des amis. Et si vous voulez, le phénomène est parti en boule de neige un peu. C'est-à-dire que des personnes ont coopté d'autres personnes. Et c'est cette boule de neige qu'on soutient et qu'on dynamise. Mais il y a aussi toute une partie de personnes qui ont été, à qui les CCAS, les maisons départementales, les lieux d'accueil pour les populations migrantes, les foyers d'insertion, si vous voulez, comme tout le monde était ensemble, ça leur a été proposé. Et je pense par exemple au jardin, eh bien, le secours populaire a beaucoup travaillé pour que les personnes qui venaient au secours populaire puissent aller dans les jardins, mais aussi cet été, eh bien, le jardin a amené des légumes à la distribution au secours populaire. Donc c'était le retour des choses, si vous voulez, c'était vraiment super. Et on voit qu'il y a une espèce les gens se sont cooptés en fait. Et c'est sûrement la meilleure des façons. C'est compliqué parce que ça veut dire que là, les politiques, les décideurs n'ont pas la main. Et ça, c'est très compliqué pour eux. Et c'est très compliqué pour les organisateurs comme nous parce qu'on n'a pas la main. Ce sont les gens qui se choisissent et ce sont les gens qui amènent d'autres personnes et qui font cette dynamique, si vous voulez. Et c'est un peu casse-gueule. Mais quand ça marche, c'est super. Merci Huguette. Il y a deux autres questions qui sont un petit peu liées. Il y en a une première qui est d'où provient le budget de l'association? Et la deuxième qui est est-ce que des projets similaires à celui-ci sont portés ailleurs par des groupes locaux d'ATD Quart-Monde? Alors, je vais revenir sur ATD Quart-Monde. ATD Quart-Monde, en fait, a été juste une petite étincelle à l'initiation de ça. Si vous voulez, ATD Quart-Monde n'a pas vocation à travailler sur l'accès à l'alimentation. Il a vocation à travailler sur l'éradication de la grande pauvreté. Mais quand on a fait en général, moi je travaille comme ça, c'est-à-dire qu'on a un sujet qui est un sujet important, un sujet comme la protection sociale, comme la mutuelle, comme la mort. Bon, là, c'était l'alimentation. On s'est rendu compte que l'alimentation, c'était un vrai sujet dans la santé. Et quand ce sujet est venu, on a écrit ce livre, on a fait tout ce travail, on a écrit le livre, ensuite on a fait un test, c'est-à-dire une recherche-action, en disant, bon, il ne suffit pas de dire voilà ce qu'on ressent, voilà ce qu'on voudrait bien proposer, on teste, on regarde si ça marche. Mais après, on a rencontré des politiques qui nous ont dit on prend. Et on a dit ok, mais on a été là très peu de temps en fait. On a été là pour accompagner la mise en place de la charte, et puis on est parti parce que c'est le territoire qui s'est emparé de ça. ATD Quart-Monde fait des petits tunnels, si vous voulez, pour passer l'obstacle. Mais après, c'est à la force publique, au pouvoir public, d'en faire une autoroute pour que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation digne et durable. Et donc, le territoire lui-même, il est complètement indépendant là-dessus. ATD Quart-Monde ne dirige rien là-dessus et n'amène pas de financement d'ailleurs, puisqu'on n'a pas de financement sur l'alimentation pour nous. Et par contre, il y a un soutien avec des fonds leaders, et puis on fait une demande bien sûr à des soutiens quand on a des besoins particuliers. Là, par exemple, Sophie vous a parlé d'une chose qui est vraiment passionnante, dans lequel je suis encore en soutien, c'est ce qu'on appelle les laboratoires d'usage. Les laboratoires d'usage, ce sont des laboratoires qu'on appelle les labocap, constat, analyse, proposition. En fait, les personnes qui participent à ces actions, que ce soit le théâtre, que ce soit le grain de sel, changer l'aide alimentaire, que ce soit sur les achats groupés, eh bien, toutes ces personnes, on va les rencontrer, on fait des labos. Et là, elles peuvent constater des choses, elles peuvent donner leur analyse et elles peuvent dire il faut changer, il faut faire autrement. Et ces labocap, c'est ça la dynamique, c'est ça le soutien de la participation. Ce sont des labos qui permettent de garder le cap.
Mhm. Peut-être, Sophie Léger, en fait, tu pourrais préciser, toi, tu es chargée de mission de Pays Terre de Lorraine, donc c'est l'association ou c'est une collectivité? Alors, le pays Parce est qu'en fait, c'est ça qui est peut-être pas bien clair, il me semble, à l'échelle de… On parle du territoire et ouais. d'où vient l'argent. Voilà, c'est peut-être ça qui est… Même si tu as présenté au début qu'il y avait une multitude d'acteurs, peut-être repréciser un petit peu… Oui, alors je trouve l'historique du financement est assez intéressant parce qu'au début, il n'y avait pas de financement. Le collectif s'est monté parce que les gens étaient intéressés, les professionnels ont pu prendre sur leur temps de travail pour participer aux réunions, des personnes sont venues sur leur temps personnel. Et vraiment, sur les 2-3 premières années, voilà, quand on regarde les financements, il y avait 1 000 € par an pour qui était financé par le Pays Terre de Lorraine pour organiser des réunions un peu plus importantes parfois, mais vraiment pas grand-chose. Le premier financement important qui a été utilisé, c'était pour monter le forum qui a eu lieu en mars 2019, qui a demandé beaucoup d'organisation. Et puis, suite à ça, c'est un financement du plan national de l'alimentation, du plan pauvreté, de la région, du département surtout, et de LEADER, donc les fonds européens ruraux, qui ont permis de financer mon poste, en fait, qui est donc chargé de projet pour cette démarche collective. Le Pays Terre de Lorraine, c'est une communauté de communes. C'est 4 communautés de communes réunies ensemble. 4 communautés de communes réunies, voilà. Je pense que c'était important de préciser ça. Ouais. Parce que, voilà, merci. Désolée de t'avoir coupé, je t'en prie, termine. Non, pas de souci, ouais. Et du coup, on a actuellement une demande de financement auprès d'une fondation. Donc, si elle est acceptée, ça nous permettra d'avoir un peu plus de financement et justement de pouvoir aider financièrement les projets concrets sur le terrain avec un microfinancement. Okay. Merci. On avait prévu un petit temps d'ouverture pour faire le lien entre ce qui a été dit et les AMAP et ce qui se passe dans les AMAP. Et alors, Marc a fait une intervention, a écrit un petit texte dans la conversation. Est-ce que Marc, tu veux prendre la parole pour synthétiser rapidement ce que tu as écrit? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Voilà. Bon, j'ai eu aussi l'occasion d'aller visiter Terre de Lorraine dans le cadre de l'étude du labo de l'ESS qu'on a réalisé. Moi, ce que je voudrais faire, c'est un pont entre ce qu'a dit Huguette et l'expérience aussi de Terre de Lorraine et les AMAP, parce que je pense que c'est important par rapport à notre cycle de formation, effectivement, de voir comment les AMAP peuvent être un outil qui permet de l'accessibilité à des aliments de qualité, y compris pour les personnes en situation de précarité. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une question qui a été abordée tout à l'heure, c'est la question du non-choix dans les paniers qui sont distribués dans les AMAP. Alors, je crois qu'il faut revenir un petit peu sur les valeurs essentielles des AMAP. Au départ, c'est un contrat équitable entre un producteur et des consommateurs. Et il y a, enfin, moi qui ai été un des pionniers des AMAP, dès la première AMAP, on a commencé à discuter avec le producteur du type de produit qu'on souhaiterait avoir dans notre panier. Donc ça, c'est important, c'est une construction collective, c'est une construction équitable. Et je crois que la question du non-choix, elle n'est pas forcément un obstacle quand il y a un travail collectif et il y a des expériences d'AMAP solidaires, et notamment à travers les paniers marseillais à Marseille, qui sont faites dans les quartiers nord. Et je pense que la question de la proximité est extrêmement importante. La question de faire avec les habitants et construire des AMAP avec ces personnes-là, et non pas intégrer des personnes en difficulté dans les AMAP, parce que je pense que c'est là où on a un petit peu des difficultés, parce que, bon, Huguette a effectivement parlé des barrières, il y a effectivement les barrières financières, les barrières sociales et culturelles, les barrières citoyennes, les barrières pratiques aussi, et l'une des barrières, c'est la question de la proximité. Mais je pense qu'aussi une des barrières, c'est qu'il est important de faire des choses avec les habitants et que ces AMAP-là puissent se construire avec eux.
l'expérience des paniers marseillais qui a été réalisée dans les quartiers nord me paraît très intéressante à ce niveau-là. Donc, voilà, je ne voudrais pas qu'on reste sur un non-dit en disant « Ah, les AMAP, il y a un non-choix sur les légumes, donc ce n'est pas fait pour les personnes en situation de précarité. » Non, je pense qu'il faut que ça se construise de façon participative. Ce n'est pas simple, mais c'est possible. Voilà. Et je pense que c'est important, en tout cas, qu'on fasse le pont entre cette discussion, entre le rapport et la création de la map solidaire. Merci Marc. Alors c'est vrai que normalement on s'était dit au niveau, c'est notre première, hein, donc la gestion du temps, peut-être on aura à creuser un petit peu, mais c'est vrai qu'au départ on s'était dit ce serait bien d'avoir au moins une demi-heure pour aussi échanger entre les participants sur les initiatives des uns des autres et notamment de ce qui se passe en AMAP, parce que voilà, il y a des exemples d'AMAP dans des quartiers, il y a aussi des systèmes de paniers, de prix en fonction des revenus dans des AMAP, il y a un ensemble d'initiatives voilà, que ce cycle vise aussi à recueillir et inviter chacun aussi à partager ses expériences. Alors, je crois qu'on n'aura pas le temps pour ces échanges-là. J'en suis déçue parce que c'était moi qui devais animer. Donc mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est le premier rendez-vous. Et le but, il est effectivement d'inviter chaque mois à avoir des intervenants extérieurs. Et peut-être on travaillera pour mieux privilégier aussi ces temps de partage, sachant que dans les territoires, nous, on invite très fortement à que les AMAP se mettent ensemble, créer des collectifs ensemble entre elles, mais aussi avec les partenaires. On a parlé d'ATD Quart Monde, mais on a entendu aussi le Secours catholique, les centres sociaux, ainsi de suite. Et voilà, nous, l'enjeu, il est que localement et dans les territoires, il y ait une mobilisation collective pour réfléchir à comment, à toutes les solutions possibles. Sachant que voilà, on travaille à un recueil aussi d'expériences, on commence à avoir pas mal de belles expériences à faire circuler. Et voilà. Du coup, il n'y avait peut-être pas d'autres questions. Je pense qu'il faudrait vraiment... Ça me paraît compliqué de poursuivre, à moins qu'il y ait peut-être une ou deux remarques de un ou deux participants qui souhaiteraient s'exprimer. Alors, je vois une main qui se lève. Pour ceux qui ont leur écran, il y a Evelyne, peut-être, et dans la conversation, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole pour des interventions courtes, d'1 minute. 1 minute, il nous reste 5 minutes, donc... Allez, Evelyne. Oui, je voulais parler dans la continuité de ce qu'a dit Marc, effectivement. C'est très interpellant ce que dit Huguette Buissonnat sur le choix, sur le bio, enfin en gros c'est pour les bobos, etc. Ça on l'a entendu énormément, mais comme dans nos fondements c'est la solidarité, effectivement ça ne sera pas facile, mais je pense qu'on a fait ce cycle de formation et je pense que quand on aura fini ce cycle de formation, on y verra beaucoup plus clair justement sur le rôle des AMAP pour construire des projets avec des personnes en grande précarité. C'est pas facile à faire comme ça parce qu'effectivement, il faut le construire ensemble. Mais là, pour le moment, pour nous, c'est très formateur de toutes vos interventions, tous les témoignages. En juillet, on construira quelque chose de très informé, quoi. On ne peut pas se lancer là-dedans à l'aveugle avec simplement des idées. Voilà. J'ai dit. Merci Evelyne. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je ne regarde pas la conversation. Il y a des questions aussi sur les projets alimentaires territoriaux. Alors, je pense qu'on pourra y revenir voilà, sur... effectivement, c'est des questions de fond. Comment les AMAP peuvent s'impliquer dans des projets à l'échelle de territoire? Voilà, c'est partie, effectivement, certains y vont déjà. Peut-être comment y aller davantage et peut-être c'est un des sujets qui sera travaillé aussi dans un des cycles quand on passera à la phase comment plus agir et à quelle échelle et avec qui. Voilà, est-ce qu'on agit dans son bassin de vie
ou à l'échelle d'une région qui peut-être des fois dépasse un petit peu, peut impressionner, quoi. Voilà, le tout un chacun. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme petite... j'entends qu'il existe des AMAP solidaires avec un tarif au coefficient familial. On est en train de construire la grille en Isère. On est preneur. Alors, c'est... effectivement, il y a des retours d'expérience à partager dans ce champ-là. Plus précisément, vu que vous êtes en Isère, je vous invite à contacter Bénédicte du réseau Amapora qui pourra peut-être échanger avec vous sur ce sujet-là. Quelques petites remarques comme ça glanées. Pour moi, une AMAP est aussi un lieu d'échange et de mixité. De l'expérience proposée, il me semble qu'on laisse aussi les pauvres entre eux. Ah, c'est une bonne question, ça, justement, comment travailler dans les projets comme ça, la mixité. Voilà, c'est à creuser. Est-ce qu'il y en a, il y a d'autres interventions? Je ne vois pas ceux qui sont à l'écran. Peut-être. Il y a une main levée, il y a de Sonia. Sonia? Oui, je me permets parce que mon clavier ne marche toujours pas et je crains que si je réinitie l'ordinateur, je vous aurais perdu pendant un bon moment. Moi, j'aimerais bien ajouter l'élément de... On parle surtout de comment faire rentrer des personnes fragiles ou en situation précaire dans nos AMAP. Chez nous, à un moment donné, c'est une des raisons qui nous a le plus fait cogiter pendant toute une année sur comment mettre en place un prix de panière solidaire, c'était le fait que dans notre situation, les disparités de revenus sont énormes. On est en région genevoise. Les coûts de la vie est très fort et dès qu'il y avait une situation particulière où dans une famille, un des deux perdait son emploi ou ils avaient une circonstance particulière au niveau de la famille, ils nous avaient manifesté qu'ils ne pouvaient pas renouveler leur panier parce que du coup, ils craignaient ne pas avoir assez de revenus pour pouvoir continuer. Et du coup, on a mis ça en place et on s'est rendu compte qu'on a eu des effets sociologiques étranges, inattendus. Donc, d'une partie, certaines des personnes qui sont venues à la réunion, ils pensaient que c'était quelque chose pour augmenter notre solidarité avec le producteur. Ils ont eu du mal à intégrer que c'était une solidarité à l'intérieur du collectif et que ce n'était pas pour que les producteurs ils touchent un centime de plus, entre guillemets. Ils étaient déçus dans un premier abord de ça et après ils ont mieux compris, je pense, mais on s'est dit, ceux qui n'ont pas venu à la réunion, peut-être qu'ils n'ont pas non plus compris ça. Et on s'est rendu compte que dans un début, on a proposé quelque chose de très équitable, on s'est basé sur les expériences de notre AMAP de région parisienne, on a repris leur formule et on a fait un truc très partagé à partir du quotient familial et on s'est rendu compte qu'il y a eu des personnes qui nous ont manifesté être déçues parce que finalement, ils se sont trouvés à payer moins que le prix standard du panier, donc à être bénéficiaires de l'aide, parce qu'ils avaient des petits revenus, mais souvent c'était parce que c'était des personnes à la retraite, qui n'avaient pas une énorme retraite, mais qui avaient quand même un patrimoine, donc pratiquement pas de charges en ce moment. Et ils disaient, moi, je suis venu dans ce dispositif-là pour aider, je me suis trouvée aidée, ça m'a déçue. Je ne sais pas si je vais y participer encore l'année prochaine. Du coup, on a décidé de faire un pas à moitié en arrière pour leur dire, on va demander aux personnes, on n'avait pas osé au début, mais on va demander aux personnes de se positionner, je veux être aidant ou je veux être aidé. Et curieusement, au début, on n'osait pas faire ça, mais il semblerait que ça a mieux marché. Merci Sonia pour cette initiative. Oui, je voulais juste dire que sur Terre de Lorraine, dans le groupement d'achat, les personnes en adhérant mettent prioritaire ou pas prioritaire. C'est-à-dire que ça veut dire, s'il y a des produits, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, je voudrais bien être servie. Et les autres qui disent je ne suis pas prioritaire, c'est-à-dire que je peux acheter ailleurs que dans le groupement d'achat, mais j'achète dans le groupement d'achat parce qu'on fait partie d'un groupement d'achat. Donc, on a mis prioritaire et non prioritaire.
C'est une autre façon, mais comme dit Viviane, du coup, il n'y a pas d'enquête et on ne demande pas aux gens d'amener leurs extraits bancaires pour savoir si elles ont eu une coiffure à l'époque ou si elles se sont fait teindre les cheveux pour 18 € et du coup, elles n'ont pas droit à avoir à manger. Puis, juste une petite remarque pour ceux qui veulent mettre en place ce système. Donc, on est en train de capitaliser. Il y a des billes pour faire des paniers en fonction des revenus. Voilà, une AMAP, elle ne peut pas demander, je crois que légalement, elle n'a pas le droit de demander aussi clairement en fait, le coefficient familial. Et franchement, les restos du cœur le font. Donc, les AMAP ont le droit. Hein. Vous savez, le bénévolat a une emprise sur les gens. Vous ne pouvez pas imaginer l'intrusion des gens bénévoles dans la vie des personnes qui viennent recevoir à manger. Il y a un jeu de pouvoir qui est terrible. Ben, voilà, la question, c'est plutôt jusqu'où ne pas aller dans de l'ingérence ou de l'intrusion. Voilà. L'enjeu, il est là. L'enjeu est là. Peut-être, il est 20h33, Noémie. Je te laisse conclure. Il y aura peut-être un petit peu de frustration, mais rendez-vous le mois prochain ou sur la liste d'échange, non? C'est ça? C'est exactement ça. On va conclure rapidement parce qu'on a déjà dépassé le temps et qu'on aimerait bien réussir à faire tenir les soirées en 2 heures. Très rapidement, je remercie nos 2 intervenantes, Sophie et Huguette, pour leur riche témoignage. Je vous invite, si jamais vous voulez en savoir plus, à rejoindre notre liste d'échange. Du coup, vous pouvez la rejoindre en remplissant le formulaire qui est, c'est un peu protocolaire, mais le formulaire qui est sur la page du Miramap, que vous avez sûrement rempli d'ailleurs pour accéder jusqu'à cette réunion aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est donc mercredi dans 4 semaines, le 2 décembre, de 18h30 à 20h30. Et là, on reparlera des grandes notions autour de l'accessibilité à l'alimentation. Ça s'intitulera « Démocratie ». Faisons le point sur les grandes notions. Donc, démocratie ou souveraineté alimentaire, justice alimentaire, droit à l'alimentation. Et ce sera Dominique Paturel, qui est docteur en sciences de gestion et chercheuse à l'INRA, qui interviendra. Un autre rendez-vous qui a lieu un petit peu avant, c'est une formation sur la sécurité sociale de l'alimentation pour les personnes qui sont intéressées par cette thématique, qui est organisée par les Amis de la Confédération Paysanne. C'est le 21 novembre, c'est un samedi, et ce sera le matin, et ce sera donc bien évidemment en visioconférence. Et je vous mets le lien dans la conversation pour les personnes qui souhaiteraient s'y inscrire. Il y a un lien d'inscription. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Si jamais vous voulez compléter Magali ou Bénédicte, n'hésitez pas. Juste un rendez-vous, pardon. Vas-y, Marc. Je peux préciser un rendez-vous à Lyon, Oui. C'est des dialogues en humanité, qui ont lieu le 19 et le 20 novembre, et c'est autour de l'accès digne à l'alimentation. Donc, vous pouvez vous y inscrire sur le site Dialogue en humanité. D'accord, eh ben, c'est noté. Merci, on transmettra aussi. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et puis du coup, rendez-vous le mois prochain. Et puis d'ici là, on diffusera une petite synthèse des échanges dans nos lettres d'infos respectives. Alors pour ceux et celles qui y sont déjà abonnés. Et puis sinon, bien évidemment, ce sera diffusé aussi dans notre nouvelle liste de diffusion. Donc un petit article qui reprendra les échanges de ce soir. Et puis n'hésitez pas à partager aussi le lien vers ce cycle si jamais vous connaissez des personnes dans vos AMAP ou autour de vous qui sont intéressées. Très bonne soirée et à bientôt.